Bienvenue sur 22 TV. Nous recevons cet après-midi M. Bernard Oudin, conseiller spécial du président Gbagbo. Bonjour M. le conseiller. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Beaucoup de partisans du président Laurent Gbagbo ne perçoivent pas très bien votre rôle en Europe ici. Alors est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces personnes? Déjà, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur la chaîne Event News aujourd'hui. Pour ce qui est de mon action, elle est surtout liée au départ à la situation qui a prévalu fin mars, début avril 2011, puisque quand les derniers événements d'Abidjan sont arrivés à cette époque-là, j'étais en mission pour le compte du président en Europe. Donc, après ce qui s'est passé le 11 avril, je ne pouvais manifestement pas rentrer à Abidjan. Et il a fallu qu'avec tous ceux qui étaient en exil, forcés, comme moi à l'époque, organiser la lutte pour faire prévaloir la vérité, qui est la façon dont l'ordre constitutionnel ivoirien avait été brisé le 11 avril 2011 par l'armée française pour le compte des gens qui sont actuellement en poste en Côte d'Ivoire. Donc toute mon action est naturellement venue de par le fait que, en tant que conseiller du président Gbagbo, connaissant la situation réelle des événements du mois de novembre 2010, et du résultat réel de l'élection, et du fait aussi que je sois un citoyen ivoirien, fait que j'ai conservé la position qui me paraissait la plus logique, qui était celle de tenter, par tous les moyens légaux, de faire respecter le droit en Côte d'Ivoire et de défendre la position du président partout, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, dans l'intérêt du pays. Merci. Depuis le 29 novembre 2011 jusqu'à ce jour, cela fera presque 2 ans que le président Laurent Gbagbo est détenu à La Haye. Quel est le sentiment de M. Bernard Oudin face à cette situation? Vous savez, moi j'ai eu l'honneur et la chance d'être le premier visiteur du président quand il est arrivé à La Haye. Et depuis, je l'ai visité une douzaine de fois. Et je l'ai dit moi-même au président, quand on vient vous voir là-bas, on n'a qu'une envie en sortant, c'est de vouloir quitter cet environnement qui n'est pas le nôtre. Et le président qui a un moral formidable, parce que je dis souvent que dans ce cas-là, d'habitude, quand on vient voir quelqu'un qui est enfermé, on vient le réconforter. Et là, dans ce cas-là, c'est la personne qui est enfermée qui réconforte le visiteur. Mais je dis au président que notre travail sera achevé quand le président sera sorti. On ne demande rien d'autre que de tout faire pour la sortie du président. Ensuite, c'est aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, de choisir librement, dans le cadre de la Constitution ivoirienne, qui ils veulent comme dirigeant. Gbagbo est un homme politique, il a été le président de la République, il avait gagné les élections, on l'a enlevé de son poste dans les conditions que l'on sait. Aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui doivent, dans un temps déterminé, j'espère en respectant les délais de la Constitution, faire en sorte qu'ils puissent choisir leur président dans des conditions normales le plus tôt possible, et que le président Gbagbo soit l'un des candidats. Et c'est aux Ivoiriens de choisir ensuite qui sera le président. De mon côté, je n'ai pas beaucoup de crainte. Mais il faut respecter le suffrage universel. Alors, concernant le procès du président Laurent Gbagbo, le verdict devrait être donné le 28 mai prochain. Alors, jusque-là, on regarde sur l'agenda de la CPI. Ce procès, ce programme n'apparaît pas. Alors, on a comme le sentiment que les choses vont être reportées. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je ne vais pas me prononcer sur l'agenda interne de la CPI. Il y a une action qui est en cours à la CPI. Vous l'avez dit vous-même, c'est un verdict sur la confirmation ou l'infirmation des charges. On n'est pas donc dans un procès du président, il faut que ça soit très clair. C'est une procédure très particulière qui est en jeu à la CPI. Mais je dirais que notre agenda politique pour la Côte d'Ivoire n'est pas lié à l'agenda de la CPI. C'est en fonction des événements de la Côte d'Ivoire que je pense que la CPI sera obligée, comme les États occidentaux et d'autres, de s'adapter à la réalité de la Côte d'Ivoire. Or, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 2 ans après l'investiture de M. Ouattara à Yamoussoukro, puisque c'était le 21 mai, on est quelques jours après,
le pays ne va pas. La situation politique est déplorable. Les élections récentes nous ont démontré. La situation sociale est intenable pour l'essentiel de la population. La situation économique, au-delà des chiffres apparents, parce qu'il faudra qu'on m'explique, j'ai fait un peu d'économie à l'école, qu'on m'explique comment on calcule le taux de croissance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand vous parlez avec les industriels, les entrepreneurs, tous les gens qui sont liés à l'activité économique, ils sont tous très inquiets. Et on nous sort des taux de croissance dithyrambiques à la coréenne, à la chinoise. J'aimerais bien savoir d'où ça sort. Moi, ce que je sais, c'est que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu 3 années de croissance négative. C'était les 3 années de la mandature de M. Ouattara à la primature entre 90 et 93. Ça, c'est un fait acquis. Alors, les taux de croissance actuels, bon, je reste très dubitatif. Donc, l'agenda de la CPI, c'est un agenda mécanique, entre guillemets. Il y a un agenda politique, il y a un agenda historique en Côte d'Ivoire, et il faudra bien qu'un jour, les uns et les autres comprennent ça. Il a demandé la libération du président Gbagbo, c'est pas simplement un choix personnel, d'amitié, etc. C'est une nécessité politique qui va s'imposer aux uns et aux autres. Voilà. Justement, mais l'inquiétude s'agrandit parce qu'on a entendu dernièrement la procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, dire qu'elle a un dossier solide contre Laurent Gbagbo, alors qu'on attend le verdict de confirmation des faits ou d'infirmation. Ça ne vous inquiète pas aussi? Écoutez, moi, si Mme Bensouda dit qu'elle a un dossier solide, elle aurait dû le défendre entre le 18 et le 28 février. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'ouverture de l'audience de confirmation, Mme Bensouda a tenu un propos préliminaire disant qu'on n'est pas là pour juger les élections. Et ensuite, elle a embrayé sur le fait que le président Gbagbo avait refusé de se démettre, entre guillemets, des élections. Après les élections, ça veut dire qu'elle se contredisait elle-même dans son discours d'ouverture, enfin dans sa plaidoirie d'ouverture. Et ensuite, elle a disparu des écrans, puisqu'elle n'a plus assisté, à partir de la 2e journée, elle n'a plus assisté à l'audience de confirmation. Donc pour un procureur qui détiendrait un dossier solide, je pense qu'il y a matière à discussion et à interrogation. Je pense que Mme Bensouda est l'instrument du système, qu'elle a récupéré le dossier d'un monsieur qui a été chargé de fabriquer artificiellement un dossier qui est M. Ocampo, qui d'ailleurs avait un très lourd passé lui-même, qui a pris un certain nombre de dispositions qui n'ont même pas respecté toutes les règles de procédure de la CPI elle-même. Et Mme Bensouda, aujourd'hui, avec un dossier qui, dirait, je vais prendre un terme trivial, est une patate chaude. Donc, elle essaye de remplir son espace, mais je pense que sur le fond, comme sur la forme d'ailleurs, elle n'a pas beaucoup d'espoir pour la suite de ce dossier. Alors, l'actualité récente de la famille Gbagbo, c'est l'enlèvement de la première dame récemment, de la Pisam, alors qu'elle était sous anesthésie. Qu'est-ce que cela aussi vous inspire et qu'est-ce qu'on peut répondre à Ouattara par rapport à cette situation? Sur la première réponse, c'est un sentiment de dégoût. Simone Gbagbo est une femme politique, c'était la vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée d'Abobo. Une femme politique qui a passé sa vie à faire de la politique, depuis Sainte-Marie où elle était responsable des jeunesses chrétiennes, jusqu'au palais où elle n'était pas simplement l'épouse du président, c'était aussi une femme politique. Madame Gbagbo est de la lignée des femmes politiques. On peut parler en Occident de Madame Merkel, Madame Thatcher à l'époque en Angleterre, de Madame Clinton. C'est pas une femme d'eux, c'est une femme politique qui a réagi toujours en femme politique. Et une femme d'ailleurs qui, j'ai moi-même l'épisode à Abobo pendant l'élection présidentielle, où les gens du PDCI d'Abobo m'ont dit, avant le 2e tour, qu'ils ne voteraient pas pour Ouattara au 2e tour, mais qu'ils voteraient pour Gbagbo, surtout par le travail qu'avait fait Madame Gbagbo à Abobo. Et quand on voit les résultats d'Abobo, où Ouattara n'a pas fait plus de 54%, alors que c'est soi-disant la commune de nordistes, ça veut dire que Gbagbo a fait 46% à Abobo. Ça n'a pas été dit, ça. Au-delà du dégoût que ça peut provoquer de la méthode qui a été employée par les autorités sous l'ordre de Ouattara lui-même, je pense que, comme l'avait dit un jour un homme d'État français, c'est plus qu'un crime, c'est une faute.
que ça va réveiller sans doute dans la conscience des Ivoiriens, au bout de 2 ans, ça va redonner encore un peu plus de volonté de combattre pour sortir de cette situation, pour sortir le pays des griffes des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ne respectent rien ni personne. On a aussi la situation de Michel Gbagbo, le fils du président Gbagbo, qui est retenu dans les geôles de Ouattara, citoyen français. On n'arrive pas à lire de façon claire l'action des autorités françaises. Alors vous qui êtes ici en France, quelles sont les actions que vous avez entreprises pour mettre ce dossier-là sur la table de l'exécutif français? Déjà, la maman de Michel fait un travail très important avec ses avocats, avec un certain nombre d'autres personnalités, pour le cas de Michel. D'un autre côté, on fait tout pour faire passer le message auprès des autorités au plus haut niveau en France. Et je sais, sans vouloir relever un secret d'État, que c'est un sujet qui crée aujourd'hui une pomme de discorde entre les autorités françaises et ivoiriennes. Et que les autorités ivoiriennes ont promis des choses qu'elles n'ont pas faites jusqu'à aujourd'hui. Et le cas de Michel Gbagbo, je dirais, c'est un des otages français oubliés. On parle aujourd'hui des otages français du Mali, on leur parlait de ceux du Cameroun, mais Michel Gbagbo est un otage, puisqu'il est citoyen français. Donc il ne faut pas oublier ce monsieur qui est enfermé dans une prison avec des conditions physiques pas simples pour un garçon qui a des problèmes de santé historiques. Et donc la libération de Michel Gbagbo, c'est aussi une nécessité dans le cadre des relations franco-ivoiriennes. Et je pense que là aussi, le traitement que lui font subir est dégradant pour l'image de la Côte d'Ivoire et qu'il faut que ça cesse le plus rapidement possible. Un rapport des organisations des droits de l'homme internationales continue d'épingler le régime d'Abidjan. Est-ce que vous avez aussi engagé des actions ici pour mettre la pression sur ces organisations afin qu'on puisse lire clairement les actions que Ouattara pourrait entreprendre pour cesser d'opprimer le peuple ivoirien? Vous savez, au tout début, comme je vous ai dit, j'étais en France au moment du 11 avril. Je me suis battu le plus rapidement possible pour avoir des contacts avec toutes ces organisations. Aujourd'hui, nos relations sont devenues très régulières, avec une certaine confiance. Et on peut voir dans les rapports de ces organisations, au fur et à mesure du temps, je pense en particulier à Amnesty International, ils ont un regard qui devient de plus en plus critique, comme vous l'avez dit. Mais cela ne suffit pas. Puisque malgré cela, on continue à dire que Président Gbagbo est un peu le responsable de tout ça, puisqu'il se serait maintenu. Or, le président Gbagbo avait gagné l'élection. Il faut qu'on passe à la dernière étape de la remise à jour de cette situation, c'est de dire Gbagbo avait gagné. Il y a eu une tromperie organisée par un petit noyau qui a fait que la communauté internationale a été induite en erreur. Et je rappelle qu'à ce propos, dès le mois de janvier 2011, le président Dos Santos en Angola, en recevant le corps diplomatique, avait dit « Monsieur Choi a pris une position en Côte d'Ivoire qui n'était pas conforme à la réalité et il a induit en erreur toute la communauté internationale. » Et ça a été dit publiquement par le président Dos Santos devant les ambassadeurs, en particulier français, américains, etc. Quand vous avez dans le processus Wikileaks la mise à jour d'un certain nombre de dossiers, en particulier les caps diplomatiques américains de l'époque, ils avouent, enfin ils avouent pas, mais ils démontrent ce que l'on dit, c'est-à-dire que les Français ont truqué l'élection et en Côte d'Ivoire. Ils l'avaient fait d'ailleurs dans un autre pays africain juste avant. Hein, ça a été vu ça a même été avoué par des autorités françaises à l'époque. Et donc il faut repartir de ce constat. Le président Gbagbo n'est pas le responsable de la situation. Oui, mais justement, et lui-même l'a dit à la justement, à ce propos, certaines chancelleries, effectivement, sont en train de reconnaître qu'elles ont été induites en erreur durant la crise ivoirienne. Vous savez, on ne refait pas l'histoire.
Mais on peut la corriger et on peut rendre justice. La situation qui a été provoquée en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas l'effacer. Mais on peut faire en sorte de revenir à un rythme qui soit le rythme de la justice et de l'ordre constitutionnel. C'est le travail auquel on doit s'atteler. Pour faire ça, il n'y a qu'une solution. Au départ, c'est le préalable de la libération de tous les prisonniers politiques, à commencer par le président Gbagbo. Quand cela est fait, il faut organiser une forme de table ronde, on l'appellera ce que l'on voudra, conférence nationale, table ronde, etc., pour remettre la Côte d'Ivoire dans le pas d'un mécanisme démocratique. Et tout ça devra être confirmé par les seules personnes qui sont habilitées à choisir, c'est-à-dire le corps électoral ivoirien, dans un délai déterminé par justement l'ensemble des corps. Et que cette consultation électorale soit finalement une consultation juste, transparente, équitable, qui n'a pas été le cas en novembre 2010, et qu'à partir de là, les Ivoiriens puissent librement choisir le futur président. Et là, je ne fais pas de la prospective sportive et du pari, mais je dis qu'il faut que tout le monde puisse se présenter. Je n'ai pas d'état d'âme sur M. Ouattara ou M. Soro, etc. À condition que le président Gbagbo puisse être candidat comme les autres. Alors, monsieur le conseiller, nous arrivons à la fin de cet entretien. Quelles sont les nouvelles fraîches que vous pouvez donner aux Ivoiriens concernant le président Laurent Gbagbo et quel est votre mot de fait? Pour ce qui est du président Gbagbo, je dois vous dire qu'à chaque fois que je le visite, je suis de plus en plus étonné par sa capacité intellectuelle, d'analyse, de réflexion, sa force morale, sa connaissance de toute la situation et sa volonté de sortir des choses de façon pacifique et politique, qui est le combat de sa vie. J'avais dit il y a un peu plus d'un an, dans une interview à une revue, que je comparais un peu le président Gbagbo à Nelson Mandela. Le journaliste avait écrit que je disais sans rire que je le comparais à Mandela. Mais je crois que c'est lui aujourd'hui qui ne va plus rire. Parce que la méthodologie du président Gbagbo, la force d'âme du président Gbagbo, dans les 50 dernières années en Afrique, il n'y a que Mandela à qui on peut le comparer. Et aujourd'hui, de voir que c'est un homme de cette qualité, qui pourrait d'ailleurs être quelqu'un qui puisse impulser une solution sous-régionale à tous les problèmes qu'il y a en CEDEAO. Hier exactement, il y a eu deux attentats graves au Niger, qui sont la suite de la situation du Mali. La situation de toute la sous-région est explosive. En plus, M. Ouattara a été mis président de la CEDEAO. Il ne démontre nulle part une capacité d'apaiser la situation. Un homme comme Gbagbo, par sa capacité personnelle, par son aura, par son sens de l'histoire, pourrait être un élément clé du retour à une stabilité dans la sous-région. Et la France serait la première à y gagner. Donc je dis aujourd'hui, plus de temps passe, plus on perd du temps, et plus vite le président Gbagbo sera sorti, plus vite les problèmes de la Côte d'Ivoire et de la sous-région pourront être vus dans un aspect positif. Merci, monsieur le conseiller. Nous étions en compagnie du conseiller spécial du président Laurent Gbagbo, monsieur Bernard Oudin. Merci à tous les téléspectateurs de Events News TV d'être restés à notre compagnie. Merci.